Cela ne vous aura sûrement pas échappé. Depuis l'extension de l'obligation vaccinale en 2018 et encore plus depuis la crise sanitaire de la Covid-19, les demandes de faux certificats se multiplient. Entre leurs obligations déontologiques et des situations humaines parfois très délicates, les médecins se retrouvent parfois en grande difficulté au point que certains en viennent à falsifier des documents. Carnet de vaccination trafiqué, date d'injection modifiée, doses inventées, certificats de contre-indication abusifs, ces pratiques sont en nette progression depuis 2020. Dans ce contexte sensible, quelques rappels déontologiques s'imposent. Bienvenue sur Parole de médecin, le podcast du Conseil national de l'Ordre des médecins qui vous propose des conseils croisant les dimensions juridiques, déontologiques, techniques et communicationnelles pour mener à bien votre mission de santé publique. Cette première saison est consacrée à la vaccination, un enjeu majeur de santé publique en constante évolution et qui demande d'adapter vos pratiques. Je suis Charline de La Fontaine, journaliste spécialisée en santé. À mes côtés, les docteurs Hélène Armand-Hiché et Sidney Seban, respectivement médecins généralistes et pédiatres. Tous deux sont élus de l'ordre et co-auteurs d'un rapport destiné à vous accompagner sur la vaccination pour argumenter vos décisions, orienter vos conduites, documenter vos actions et harmoniser les pratiques sur le terrain. Dans ce troisième et dernier épisode, nous nous attaquons à un sujet épineux, les faux certificats et les attestations injustifiées ainsi que les pressions liées aux obligations vaccinales. Et pour en saisir toute la portée, je laisse la parole au docteur Seban. Vous êtes pédiatre depuis pas moins de 35 ans. Dans quel contexte ces demandes de faux certificats de contre-indication ou attestation surviennent-elles le plus souvent ? Je vais vous livrer en fait une expérience personnelle. Il y a quelques semaines, j'ai reçu la maman d'un petit garçon de 21 mois venu pour finaliser son entrée en crèche. Alors elle m'explique que la structure lui demande un certificat vaccinal complet, mais que son fils n'a pas encore reçu sa deuxième dose d'Aurore. Et ils avaient préféré à ce moment-là repousser pendant l'été, pensant qu'il était fatigué ou en pleine poussée dentaire. Alors c'est vrai que sous la pression de la crèche, elle me demande alors une attestation de contre-indication temporaire, juste pour compléter le dossier. Elle me dit même, on nous a dit que d'autres médecins l'avaient déjà fait. C'est exactement en fait le type de situation que nous voyons de plus en plus. Alors je lui ai expliqué quelque chose que beaucoup de parents, mais aussi certains professionnels, parfois ignorent. En fait, ce document, il n'existe pas. Il n'existe aucune attestation provisoire permettant de différer un vaccin obligatoire pour convenance, pour fatigue, pour poussée dentaire ou organisation familiale quelconque. En fait, seule la Haute Autorité de Santé et l'autorisation de mise sur le marché du vaccin vont définir en fait les véritables contre-indications et en fait elles sont extrêmement limitées. Ça peut être une allergie grave, éventuellement un déficit immunitaire sévère pour certains vaccins vivants atténués, mais rien à voir en fait avec le nourrisson transitoirement fatigué ou qui fait bien sûr une poussée dentaire. C'est là que se trouve en fait la frontière essentielle. Si j'écris qu'un enfant ne peut pas être vacciné, alors qu'aucune contre-indication officielle n'existe, alors je ne rédige pas simplement un papier administratif, en fait, je produis une fausse attestation. En fait, c'est un acte qui est illégal, qui est pénalement condamnable pour faux et usage de faux, et qui plus est déontologiquement sanctionnable, parfois jusqu'à une interdiction d'exercice. Alors je lui ai dit à la maman également que ces demandes mettent tout le monde dans l'embarras, bien sûr les collectivités qui réclament les documents non prévus par des textes, les parents qui se sentent pressés, voire oppressés, et puis les médecins qu'on pousse parfois à contourner la loi. En revanche, ce que je peux faire, et c'est ce que je lui ai proposé, c'est très simple et parfaitement conforme. Mettre à jour la vaccination tout de suite ou dans les jours suivants, puis lui fournir immédiatement le certificat réglementaire attestant que l'enfant est effectivement à jour. Ce document est le seul valable pour la crèche. Alors elle m'avait répondu, oui d'accord, mais la crèche quand même nous met une vraie pression, et c'est vrai, mais la pression administrative ne justifie jamais un faux certificat. En fait, ce jour-là, on a finalement vacciné son fils et son admission à la crèche a été validée sans aucun problème.
Donc pas d'attestation de contre-indication temporaire. Docteur Armand Hichet, vous avez également un cas à nous exposer, il me semble. Oui, bien sûr. J'ai le cas d'une famille qui a consulté la semaine dernière, que je connais bien, qui m'amène leur petit garçon Adam de 7 ans pour une demande de certificat en vue de son entrée au centre de loisirs. Donc la maman me présente le carnet de santé et en le feuilletant, un détail m'interpelle. Je vois qu'il y a noté 2 vaccins obligatoires le même jour avec des numéros de lot identiques à ceux que j'avais vus la veille sur un autre enfant. L'écriture n'est pas la mienne et la date correspond à l'un de mes jours de congé. Donc je referme le carnet de santé doucement et je demande simplement à la maman qui a rempli ces lignes. Les parents sont bien sûr embarrassés et le père m'explique qu'un autre parent d'élève leur a dit qu'on pouvait faire ça et que ça pouvait passer pour éviter de trop vacciner Adam. Il ne voulait surtout pas me déranger pour ça et donc il pensait que c'était une formalité administrative. Je prends le temps. Je leur explique calmement que ce n'est pas si simple et c'est pas une simple question de papier. Un faux certificat engage la responsabilité pénale des parents et ma responsabilité si je le laisse passer. Et surtout prive Adam d'une protection essentielle. Et je rappelle le cadre. Le Code de santé publique est très clair. Un certificat médical atteste d'un fait que je constate moi-même. Et je n'ai pas le droit de certifier quelque chose que je n'ai pas réalisé. À ce moment-là, les parents comprennent et on discute ensuite des raisons, de leurs craintes, de la désinformation qu'ils ont reçue et je propose bien sûr un schéma vaccinal adapté à Adam qui sera vacciné dans la foulée avec un carnet de santé à jour. Nous nous devons de protéger et de prévenir les dérives et de rester intransigeants sur l'éthique, sans jamais oublier l'écoute et l'accompagnement, surtout lorsque nous suivons les patients depuis plusieurs années. Derrière ces demandes, il y a aussi souvent une confusion entre vaccins obligatoires et vaccins recommandés. Alors, docteur Seban, pour clarifier les choses une bonne fois pour toutes, quels vaccins sont réellement obligatoires aujourd'hui en France et lesquels sont simplement recommandés? Et surtout, qu'est-ce que cette distinction implique sur le plan juridique? C'est vrai, tous les vaccins n'ont pas le même statut juridique. Vous avez les vaccins obligatoires, comme ceux contre la diphtérie ou la rougeole pour les bébés, qui sont imposés par la loi, refusés peut empêcher un enfant d'entrer à l'école ou en crèche. A l'inverse, vous avez aussi des vaccins recommandés, comme celui contre le rotavirus ou le Human Papillomavirus, HPV, qui relèvent plus du choix personnel, même si ce sont des vaccins qui sont nécessaires, voire indispensables. Mais ils ne débouchent pas sur de sanctions, mais simplement sur une forte incitation des autorités sanitaires pour les parents. L'obligation, en fait, elle vise à protéger aussi la collectivité contre les maladies graves ou très contagieuses. Donc, en fait, c'est un équilibre entre liberté individuelle et objectifs de santé publique et de protection de la santé de la population. Les vaccins recommandés, eux, ciblent des risques moins systémiques, mais qui restent quand même cruciaux pour des populations spécifiques. Et on le voit pour, par exemple, les nourrissons pour le rotavirus ou les adolescents avec l'HPV. Côté remboursement, les obligatoires sont pris en charge à 100%. Les vaccins recommandés, eux, sont inscrits au calendrier vaccinal et sont donc remboursés à 65% par l'assurance maladie avec un complément par les mutuelles. Certains d'entre eux sont quand même remboursés à 100% dans des contextes particuliers, par exemple pour les femmes enceintes ou pour les patients en ALD. Alors, il faut aussi savoir qu'en cas d'effet indésirable, les régimes diffèrent également. Pour un vaccin obligatoire, l'État va procéder à l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, alors que pour un vaccin recommandé, l'indemnisation va relever en principe soit du producteur de vaccin ou bien de l'ONIAM selon les cas. En résumé, ce qu'on peut dire, c'est que obligation égale protection collective, alors que recommandation égale plutôt choix éclairé. Dans les deux cas, en tout cas, l'objectif reste le même, il faut nous protéger tous. Et le statut d'un vaccin, en plus, peut évoluer. Docteur Armand Hichet, sur le plan déontologique, que doit respecter un médecin lorsqu'il rédige un certificat? Le médecin doit attester uniquement des faits qu'il constate personnellement, en toute objectivité et véracité. Je fais référence à l'article 41, 27, 28 du Code santé publique. Un certificat doit être daté, signé et authentique, et un double doit être conservé dans le dossier du patient. Il protège ainsi juridiquement le médecin. Toute délivrance d'un certificat mensonger ou de complaisance constitue une faute grave,
engageant la responsabilité disciplinaire et pénale du médecin, ainsi que la sécurité du patient. Docteur Seban, nous en parlions en introduction de cet épisode, on ne peut pas délivrer une contre-indication temporaire, y compris par précaution. Non, jamais. En fait, une contre-indication vaccinale, temporaire ou définitive, ne peut être délivrée que si elle correspond en fait à une situation médicale reconnue et définie strictement soit par la Haute Autorité de Santé, soit à l'occasion de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin. Donc que ce soit la fatigue, la poussée dentaire, la rhinopharyngite banale, l'inconfort, la pression de la crèche, les contraintes familiales, en fait aucune de ces situations ne constitue une contre-indication. Délivrer donc un document par précaution ou pour dépanner revient à inventer en fait une contre-indication de novo. Ce serait alors soit un certificat de complaisance, interdit par l'article 4127-28 du Code de la santé publique, un faux certificat qui relève donc de l'infraction pénale pour faux et usage de faux, et qui plus est, éventuellement une faute déontologique pour manquement à la probité et à la sincérité du médecin. Donc une contre-indication temporaire ne peut être délivrée que lorsqu'elle repose vraiment sur un critère médical officiel. Dans tous les autres cas, la conduite conforme consiste à expliquer, à proposer la mise à jour vaccinale et ensuite simplement délivrer le certificat réglementaire. Docteur Armand Hichet, qu'est-ce qui explique aujourd'hui la hausse de ces demandes de falsification ? Nous observons depuis quelques années une forte hausse de demandes et parfois des falsifications parce que plusieurs facteurs s'additionnent. D'abord, l'extension des obligations vaccinales a créé des tensions chez certaines familles déjà fragilisées par la désinformation. Les réseaux sociaux amplifient ces peurs et les fausses informations circulent plus vite que les recommandations officielles. Ensuite, la crise Covid, qui a profondément marqué la relation au certificat médical. Beaucoup de personnes ont pris l'habitude de voir le médecin comme un simple fournisseur d'attestation, alors qu'un certificat est bien un acte médical engageant notre responsabilité. À cela s'ajoutent des situations très humaines, des parents inquiets, des pressions scolaires ou professionnelles qui peuvent pousser certaines familles à contourner les règles, et enfin, un accès facilité au modèle de certificat sur Internet qui a fait exploser les faux certificats. Mais rien de tout cela ne justifie un faux. En effet, dès que l'on sort du cadre légal et déontologique, non seulement on met en danger le patient, mais on fragilise également la confiance collective dans la vaccination. De plus, le médecin s'expose à des risques juridiques majeurs, tout comme la famille qui sollicite ou accepte de telles pratiques. Alors Siné, comment est-ce qu'on réagit, nous médecins, lorsqu'on est face à un faux carnet ou une demande de falsification ? Alors Hélène, le médecin doit refuser en fait sans délai toute demande de falsification de certificat tout en expliquant clairement les risques juridiques encourus. La fabrication ou l'usage d'un faux certificat de vaccination ou de contre-indication constitue une infraction pénale, comme on l'a dit, sévèrement réprimée par la loi. Ce refus, qui plus est, doit être consigné dans le dossier médical du patient avec une mention précise rappelant que de telles pratiques sont sanctionnées tant sur le plan disciplinaire que pénal. Alors, il convient également de rappeler que la falsification de documents médicaux enfreint directement le code de déontologie, notamment l'article 4127-28 qui exige la véracité des attestations, l'article 4127-76 relative aux règles de forme de certificat et de l'article 4127-39 qui proscrit tout procédé frauduleux dans l'exercice de la médecine. Donc, si le médecin est confronté à une situation où un mineur qui est menacé ou en danger, il doit aussi, dans le respect du secret partagé et en s'appuyant sur les principes de la protection de l'enfance, alerter les autorités compétentes. Il est essentiel de rappeler que les engagements de la Convention internationale des droits de l'enfant et son article 3, qui place l'intérêt supérieur de l'enfant au cœur des décisions et garantit à chaque enfant en fait le droit au meilleur état de santé possible, incluant l'accès à la prévention et donc à la vaccination. Cette démarche relève à la fois d'une responsabilité éthique et légale, et elle vise à assurer la sécurité du patient et à préserver la confiance du public envers la profession médicale. Merci pour ces rappels. Docteur Seban, docteur Armand Hichet, en tant que voix du Conseil national de l'Ordre des médecins, quel message voulez-vous transmettre aux praticiens pour conclure ce dernier épisode ? Tolérance zéro pour les attestations de complaisance, un certificat médical n'est pas un papier administratif.
C'est un acte médical opposable qui engage la responsabilité du médecin. Le Conseil national de l'ordre des médecins répond et soutient les médecins exposés à la pression, rappelle le cadre légal aux institutions et sanctionne les dérives. Un certificat mensonger met en danger le patient, le médecin et la confiance du public. La confiance, elle, repose sur l'éthique et aussi sur la rigueur. Tolérance zéro pour les fausses attestations. Tolérance maximale en soutien aux médecins. Merci à tous les deux pour ces rappels essentiels et au revoir. Cet épisode vient clore la première saison de Paroles de médecins, le podcast du Conseil national de l'ordre des médecins. Les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez les réécouter et les partager autour de vous. Si vous souhaitez approfondir votre réflexion sur la vaccination, le lien vers le nouveau rapport du CNOM est disponible en commentaire.